Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans l'école du futur. Ravi de vous retrouver. Voici les titres du jour. On va commencer par notre focus. Comment utiliser les écrans à la maison? Quelles sont les règles à adopter? Les conseils à suivre aussi pour un usage maîtrisé du numérique au sein des foyers. Voilà quelques-unes des questions que se pose notre partenaire, le Clémy, avec sa série La famille tout écran. Et on regarde un nouvel épisode dans un instant. Et puis elle est avec nous, elle est en plateau et toujours, elle a une idée derrière la tech. Elle s'appelle Jeanne Dreyfus. Bonjour Jeanne. Bonjour Philippine. Quel va être l'objet de votre chronique aujourd'hui? Eh bien, figurez-vous, Philippine, aujourd'hui qu'on va parler d'un retour en grâce inattendu, celui du roman photo. Vous allez voir, si vous ne l'avez pas vu venir, ça donne des choses absolument hilarantes. C'est en exclusivité grâce à vous sur School TV. Allez, on en parle dans un instant, mais d'abord, c'est notre grande question du jour. Face aux nombreux actes de malveillance qui ont touché, vous le savez, les espaces numériques de travail ces derniers mois, les autorités en charge des sujets de cybersécurité ont souhaité mener une action de prévention auprès des jeunes. Cette opération, notamment, elle s'appelle l'opération Cactus. Pour une cible particulièrement exposée, vous allez le voir, et on en parle avec nos invités. Jérôme Notin, bonjour. Bonjour. Ravi de vous recevoir sur le plateau de l'École du Futur. Vous êtes le directeur général de cybermalveillance.gouv.fr et vous êtes accompagné de Johanna Brousse. Bonjour Johanna. Bonjour. Soyez également la bienvenue. Vous êtes la chef de la section J3 de lutte contre la cybercriminalité au sein du parquet de Paris et de la Junalco. Vous allez nous parler de tout ça tous les deux dans un instant, juste après le focus. Focus aujourd'hui sur une utilisation saine et maîtrisée des écrans à la maison avec notre partenaire, le Clémy, et un nouvel épisode de sa série La famille tout écran qu'on regarde tout de suite. Théo, es-tu prêt pour ton cours de navigation? Prêt. Voilà ce qu'il faut faire. En premier, tu ouvres le navigateur. Ensuite, tu vas sur le moteur de recherche, puis tu tapes ce qu'on appelle les mots-clés. Par exemple, si tu cherches des vidéos sur Mario, tu tapes vidéo et Mario. Tu fais quoi? Je prends des notes. Jamais oublier les fondamentaux. Ensuite apparaissent les résultats. Attention, les premiers ne sont pas forcément les plus justes. Parfois, ils sont là parce qu'ils ont payé pour être en premier. Tu dois toujours surfer avec un adulte à côté de toi. Ou alors aller sur les sites spéciaux pour les enfants que maman t'a installés. D'accord, mon grand? Ça roule, merci papa. Je t'en prie. Ça me fait plaisir de partager mon savoir avec toi. Mais où a-t-il appris tout ça? Ça, je peux te le dire. Chérie, es-tu prêt pour ton cours de navigation? Prêt? Pour les papas et les mamans, pensez à paramétrer mon navigateur. Installez un contrôle parental et accompagnez vos enfants dans leurs recherches sur le net. Chérie, c'est grave quand l'ordinateur fait boum et il se rallume plus? Oh, ça c'est PC portable tout craché. Il fait le coup de la panne pour avoir une nouvelle batterie. Allez, on continue à parler des écrans et notamment d'éducation au numérique avec nos invités aujourd'hui parce que vous le savez, ces derniers mois, les établissements scolaires ont été victimes d'une série d'attaques particulièrement malveillantes via les espaces numériques de travail des élèves notamment, des actions cybercriminelles qui ont entraîné une atmosphère anxiogène et une perturbation des enseignants allant même jusqu'à une fermeture temporaire des ENT. Alors comment sensibiliser les jeunes au risque numérique dans un monde où ils se font de plus en plus nombreux? On en parle avec nos invités dans la première partie du talk. Et donc aujourd'hui à nos côtés pour en parler, Jérôme Notin, je rappelle que vous êtes le directeur général de cybermalveillance.gouv.fr et Johanna Brousse, chef de la section J3 de lutte contre la cybercriminalité au sein du parquet de Paris et de la Junalco. On va peut-être avant de commencer rappeler ce que c'est que la Junalco avec vous. Alors la Junalco, c'est la juridiction nationale de lutte contre la criminalité organisée, ce qui nous donne une compétence nationale pour toutes les questions cyber. Alors, merci pour cette précision. J'en parlais en introduction. Cette opération Cactus, après toute cette vague d'actions malveillantes qui ont touché notamment les ENT, est-ce que vous voulez bien nous présenter rapidement, peut-être, Jérôme, cette opération? L'opération Cactus, mais je laisserai plutôt Johanna parler de la jeunesse, puisque c'est elle qui a eu l'idée. L'idée générale était de sensibiliser par rapport à tous les faits que vous avez évoqués, qui ont eu lieu il y a quelques mois, sensibiliser les collégiens et les lycéens à un phénomène qui est l'hameçonnage. L'hameçonnage, c'est la première des menaces pour laquelle les victimes viennent sur notre dispositif, qui est le dispositif national d'assistance aux victimes. Et l'hameçonnage a pour vocation de pouvoir récupérer de la donnée
que l'utilisateur, la victime, en fait, volontairement, puisqu'elle a fait un acte de se connecter ou de cliquer sur un lien, va donner à des cybercriminels. Et cette donnée, elle va être exploitée contre la victime. Ça va être de la donnée personnelle, ça va être de la donnée bancaire, par exemple. Si vous communiquez votre numéro de banque, si vous avez cliqué sur un lien qui vous dit « je suis l'entaille et vous devez 35 €, eh bien là, dites-vous bien que vous allez être rappelé par un faux conseiller bancaire. Donc voilà, il y a une multitude de menaces. Là, sur l'action qui a été initiée par le parquet, dont je laisserai Johanna parler de la genèse, mais l'objectif était d'expliquer qu'on ne clique pas à donc, nos collégiens et nos lycéens sur tous les liens que l'on nous envoie. Et puis un petit message également complémentaire concernant le fait de basculer ou pas du mauvais côté, du mauvais des pirates. Exactement. Alors justement, Johanna, d'où est-ce qu'elle est venue chez vous, cette idée? Est-ce que c'est notamment cette vague d'actes malveillants qu'ont connu les ENT récemment? Tout à fait. On s'est rendu compte qu'il y avait un vrai problème de sensibilisation chez les jeunes, parce que non seulement vous avez eu ces attaques qui ont été menées par un mineur qui a été mis en examen à Paris. Ouais. Et on a réfléchi à ce qu'on pouvait faire en termes de prévention. Et on a décidé de les piéger, mais de les piéger pour la bonne cause. C'est-à-dire qu'on leur a envoyé un lien sur leur espace numérique de travail. Et ce lien-là renvoyait vers une vidéo de prévention avec un gendarme spécialisé dans le e-sport. Et à la fin, les conseils de la procureure pour pas justement basculer et finir mis en examen. Alors, est-ce que les personnels de l'établissement, le personnel éducatif, la direction étaient au courant justement que vous, derrière, vous envoyez justement ces faux hameçonnages quelque part? Alors, c'est un projet qui a été mené évidemment avec l'éducation nationale. Ça s'inscrit dans un projet pédagogique. Le but, c'est pas simplement de faire ce mail de phishing et qu'après, il se passe plus rien. Oui. Le but, c'est qu'il y ait ce mail de phishing et que derrière, les enseignants puissent reprendre ce qui s'est passé avec les collégiens pour éviter qu'ils recommencent à l'avenir. Oui, c'est une petite... vrai programme pédagogique. Oui, c'est ça, pardon, je ne voulais pas vous couper. C'est une petite partie de la sensibilisation qui ensuite continue au sein des salles de classe. C'est ce que vous souhaitez en tout cas? Ah c'est le but. C'est le but. Et derrière, il y a tout le matériel pédagogique que peut fournir Cybermalveillance, que la gendarmerie a aussi mis à disposition, mais ça s'inscrit dans un programme de prévention bien plus large. Est-ce que vous savez aujourd'hui, tous les deux, qui se cache derrière ces actes de malveillance? Peut-être de votre côté, Jérôme. Est-ce que ce sont des jeunes, notamment? Vous avez parlé, Johanna, de ce jeune qui a été inculpé. Est-ce que ça y est, il est reconnu coupable, d'ailleurs, de ces actes? Il est mis en examen. C'est-à-dire qu'il y a eu des indices graves et concordants qui ont fait qu'on a jugé utile de mettre en examen. C'était un profil inquiétant qui va faire l'objet d'un suivi éducatif, mais au début de l'enquête, il a été jugé nécessaire de l'incarcérer. Donc c'est... Les faits ont été assez graves pour qu'ils soient... suffisamment grave et on apprécie aussi la personnalité pour que le parquet prenne des réquisitions de placement en détention provisoire. Et justement, parce qu'on ne le fait jamais de gaieté de cœur, on s'est dit il faut qu'on fasse quelque chose. Et on a monté, avec l'appui de Cybermalveillance, de l'Éducation nationale et de la gendarmerie, l'opération Cactus. Parce que ce qui s'est passé, on ne veut pas que ça se reproduise. Bien sûr. Aujourd'hui, alors malgré tout, ça a pu se reproduire dans un certain nombre d'établissements scolaires. Et qui sont derrière ces actes de malveillance, Jérôme? On peut avoir des jeunes, comme Johanna l'évoquait, qui vont, parce qu'ils ont récupéré des couples de login et de mots de passe de NT, donc ceux connectés à la place des gens qui ont cliqué sur mon fameux hameçonnage dont je parlais tout à l'heure. Donc là, c'est de la bêtise. Bon, après, le tribunal en jugera différemment, très certainement, heureusement. Et puis, on a à l'autre bout du spectre des gens qui vont vouloir mener des actions d'hameçonnage, toujours, par exemple, pour récupérer de l'argent et faire de la fraude et voler tout l'argent qui est sur les comptes bancaires. On est un peu éloigné de notre sujet de Cactus, mais on a eu un échange encore cette semaine avec le parquet sur une fraude que nous considérons comme importante, qui est la fraude à la réparation informatique, où en fait vous naviguez tranquillement sur Internet, et ça peut arriver à nos jeunes bien évidemment, vous naviguez sur Internet, et là vous avez une fenêtre qui s'ouvre, qui vous dit alerte Microsoft, par exemple, vous avez un virus, appelez le 09 51 et là vous allez, donc la victime va faire la démarche d'appeler le centre technique, le faux support technique, et donc en face de lui, on va avoir des gens qui vont demander un accès à la machine, et donc on va d'une part payer la réparation quelques centaines d'euros, et surtout on va donner accès aux données qui sont contenues sur l'ordinateur. Donc si l'adolescent fait cette démarche, eh bien si par exemple les parents ont mis des
on scannait des copies de cartes d'identité, de justificatifs de domicile. Là, on peut rentrer dans un processus infernal, puisqu'on va être victime d'usurpation d'identité et potentiellement fiché à la Banque de France, parce que on va contracter les cybercriminels vont contracter des emprunts à notre nom, et voilà, on rentre dans une spirale qui peut avoir des conséquences très très longues et très très pénibles. Oui, c'est vrai qu'on ne se rend pas forcément compte de l'impact aussi, des conséquences que ça peut avoir. Cette opération justement Cactus, pour éviter ces risques et surtout prévenir et sensibiliser, on le rappelle, elle s'adresse aux jeunes collégiens et ultérieurement aux lycéens. C'est ça, dans quelques mois, dans quelques semaines, Johanna? Alors, on espère, toujours avec le soutien de l'Éducation nationale, que cette opération pourra être déployée à grande échelle sur l'ensemble du territoire. C'est le but en tout cas. C'est ça, parce qu'aujourd'hui, vous êtes dans les Yvelines, me semble-t-il. On a pris quelques académies tests pour voir comment est-ce que les jeunes réagissaient à cette opération de sensibilisation. Est-ce que ça fonctionnait bien? Est-ce qu'il y avait une attente? Et on est plutôt satisfait du résultat. Jérôme peut peut-être communiquer quelques chiffres pour vous montrer que ça a bien fonctionné, justement. Alors, quelques chiffres, effectivement, Johanna l'a dit, il y a eu le département du 78 et puis l'Académie d'Orléans-Tours. Donc on s'est limité, entre guillemets, puisqu'en informatique, on aime bien faire un démonstrateur, ce qu'on appelle un démonstrateur, et puis ensuite on passe à l'échelle. Donc j'ai mes chiffres ici. Donc sur l'ensemble du public éligible, on avait 180 000 collégiens. Et ce qui est intéressant pour nous de voir, c'est le nombre qui a cliqué sur le lien et le nombre de personnes qui ont vu la vidéo explicative, justement, entre le magistrat et le gendarme. Donc, sur ces 180 000 victimes potentielles, il y a 24 000 qui ont cliqué. Donc, c'est un chiffre qui est plutôt pas mal, c'est-à-dire assez faible par rapport... J'ai en tête l'exemple de ministères importants qui ont fait ce type d'opération auprès de leurs agents. On dira pas qui. Qui gèrent de l'argent public, mais bon, ça ne donne aucune idée. Et donc, on est à des taux qui sont de l'ordre de 20 ou 30%. Donc, et 20 ou 30% dans un ministère, il en suffit d'un qui clique sur le lien malveillant pour que derrière, alors là, l'opération emmenée vers une vidéo, donc il n'y a pas de charge active. Par contre, les vrais méchants, quand ils font ce type d'opération, c'est-à-dire des opérations d'hameçonnage, ils vont inciter à cliquer pour, en général, télécharger ce qu'on appelle une charge active, un virus qui peut contaminer le réseau, le système d'information et le réseau de l'entité auquel la personne qui a cliqué appartient. Donc voilà, on voit que les conséquences peuvent être extrêmement importantes. L'objectif de Cactus était vraiment de la pure sensibilisation. Il n'était pas dans nos objectifs, évidemment, de contaminer les machines des gens qui ont cliqué. C'était vraiment leur afficher des messages, d'une part, de prévention, et puis d'autre part, et c'est ce que notre magistrat a fait aujourd'hui, de dire... si vous faites des bêtises sur Internet, si vous passez du mauvais côté, on vous identifiera. Et d'ailleurs, la preuve en est que celui qui est à l'origine de tout ça a été identifié. Johanna vous l'a expliqué. Donc voilà, il y a un double message qui est important à passer parce que, et là, c'est moi qui prends ma casquette de citoyen impliqué dans la sécurité du numérique depuis très longtemps, mais on a besoin de compétences en cybersécurité, on a besoin de gens qui savent casser des systèmes, mais l'État et la sphère privée, c'est bien organisé aujourd'hui pour faire que ces gens-là, ils peuvent le faire, mais d'une manière tout à fait légale et être très bien payés pour. Donc, amusez-vous sur votre... amusez-vous, faites les hackers. Un hacker, c'est quelqu'un qui casse des choses, mais pour l'intérêt général. Normalement, la vraie définition. Un hacker éthique, vous. Un hacker éthique, exactement. En tout cas, donc ça, c'est possible de le faire. Génial. Merci beaucoup, en tout cas, Jérôme et Johanna. On a terminé la première partie de cet entretien. On continue dans un instant. D'abord, on va faire un petit tour du côté de la planète tech. Images et vidéos, c'est le Zap et c'est l'œil de Jean Martineau.
Et on est de retour toujours sur le plateau de l'École du Futur et en compagnie de nos invités aujourd'hui, Jérôme Notin et Johanna Brousse. Juste avant de reprendre nos échanges, on va laisser place à la chronique de Jeanne Dreyfus qui a une idée derrière la tech. Jeanne, aujourd'hui, vous allez nous parler de ce genre légèrement oublié, celui du roman photo. Ben oui, aussi étonnant que ça puisse paraître. Absolument, je sais ce que vous vous dites, Philippine. Quand on dit roman photo, on pense tout de suite à une ringardise poussée à son maximum, oui. Des styles vestimentaires douteux, des scénarios assez mal en point. Et pourtant, breaking news, le roman photo connaît depuis peu un retour de hype sur les réseaux et aussi en librairie. En tête de gondole, vous aurez peut-être vu passer le livre d'Éric Judor et Fab Caro, au titre envoûtant, Guacamole Vaudou, ou celui qui vient de paraître en mai au Seuil, signé Sophie-Marie Larouille et Ovidie, intitulé La fabrique du prince charmant, ou la plus grande arnaque depuis l'invention du jacuzzi, comme quoi. Dans les deux cas, la couverture respectait les lois du genre. On avait des imprimés de vêtements douteux, des coupes casques de cheveux particulièrement brillants, des camailleux peu heureux de couleur, le tout pour mieux détourner le genre, vous en doutez bien. Ça a été toujours ringard, le roman photo? Eh bien, quand on fait un peu son archéologie, on se rend compte que pas forcément, et qu'en fait, c'est pas la première fois que ce genre mineur, il a été réutilisé un petit peu, avec moins de ringardise en tout cas. Et des journaux comme Harakiri, par exemple, avaient pu l'utiliser. On peut voir ici une histoire de Wolinski qui mélange roman, photo et dessin, que je trouve assez belle dans l'équilibre entre le noir et le blanc, entre les traits, le graphique et en même temps les photos. Mais des artistes plasticiens aussi ont fait appel au genre. On peut citer l'artiste française Sophie Calle qui a exploré, elle, à travers certaines images, la relation presque magique qui peut exister entre une image et un texte, pour ici jouer entre la fiction et la réalité, entre la scène et la mise en scène. Et c'est moins connu pour nos générations, mais figurez-vous qu'à l'époque, même le cinéma d'auteur a pu l'utiliser. Godard lui-même, il avait permis la réalisation du roman photo d'À bout de souffle à partir de photogrammes du film, et ça donnait une toute autre expérience que le cinéma. C'est entre le regarder et le lire, et le tout expérimenter avec une temporalité qui est la sienne, qui est celle de la lecture, enfin du fait d'aborder ça avec notre propre temps. Alors, Jeanne, vous nous parliez donc là à l'instant des ouvrages récents qui utilisent ce vocabulaire. Est-ce qu'ils apportent malgré tout un nouveau regard sur ce genre? Alors oui, aujourd'hui on est dans un détournement vraiment comique, principalement du roman photo, mais c'est pas non plus un hasard si, par exemple, des autrices féministes comme dans La fabrique du prince charmant, autrices qui sont Sophie-Marie Larouille et Ovidie, utilisent ce genre, parce que dans les romans photos, en fait, les rôles hommes-femmes, ils sont, comme tout le reste, extrêmement caricaturaux, et l'iconographie féminine, par exemple, elle représente presque toujours des femmes qui sont soit en pleurs, soit devant des fenêtres à regarder, on ne sait pas quoi, soit au mieux couchées, au pire malades, voire mourantes. Bref, c'est forcément un matériau que les féministes ont envie de détourner par excellence, et le principe d'efficacité, il est simple. Plus l'écart entre la photo du roman photo et le détournement est grand, plus le rire est assuré, comme dans cette autre double page où les autrices se sont amusées à imaginer sur les photos une sorte de faux enterrement de vie de garçon où l'un des mecs n'a pas participé au pot commun, en lieu et place à la base de ce qui devait être une histoire super sérieuse de braquage et de veuve à Proguin dans une Merco classe S des années 70. Ça cartonne aussi sur les réseaux, Jeanne. Et ça veut dire qu'on pourrait presque en fait dire, Philippine, autre breaking news de cette chronique, qu'Instagram, c'est un peu la réincarnation du roman photo. Disons-le. C'est un peu avec ses cases photographiques, avec ses légendes en lieu et place de bulles ou de phylactères, et son scroll horizontal d'image en image, comme on tournerait les pages du roman photo. Bref, et c'est donc une tendance qui fonctionne, celle du roman photo particulièrement sur Instagram, et la tête d'affiche s'appelle infographiste, un plus loin faux, plus loin graphiste, dont l'une des images la plus connue est devenue virale pendant le Covid même. Je vais vous présenter Maurice. Maurice qui, lit-on, pensait bien qu'il n'était pas une pomme de pin tout à fait ordinaire. Bref, ça fait réfléchir, et en tout cas les réinterprétations, elles ne s'arrêtent même pas à l'image fixe, sur les réseaux notamment. On a aussi le roman photo qui peut être développé un peu comme une sorte de stop motion animé, comme un petit film. L'un d'entre eux récent s'appelle Roman photo, F-O-T-O, parce que voilà, on connaît l'orthographe ou je ne m'y connais pas, du collectif
collectif Inernet, monté par Mathias Gerbig et Benoît Blanc. C'est du roman photo de pose filmée, dans la suite de ce qu'avaient fait les Nuls avec leur roman photo Dunkerque. Et ça permet de déjouer la fixité photographique avec des micro-mouvements. Et donc, en fait, ça vient créer des petits décalages assez bienvenus. Et donc, ce qui est bien avec ce roman photo, pour finir, c'est que c'est à la portée de tout le monde. Alors, si vous souhaitez essayer votre propre détournement, imprimer une vieille BD ou un vieux roman photo de vos parents, enlevez les contenus des phylactères et laissez-vous aller à votre imagination. Ce serait quand même dommage que tout ce patrimoine inestimable reste inutilisé. Bah ouais, franchement, c'est clair. Merci beaucoup, en tout cas, Jeanne, pour cette chronique Breaking News. Merci beaucoup. Allez, on lance la deuxième partie du talk tout de suite. On continue de parler notamment de cette opération Cactus avec nos invités. Jérôme Notin, directeur général, je le rappelle, de cybermalveillance.gouv.fr, et vous, Johanna Brousse, chef de la section J3 de lutte contre la cybercriminalité au sein du parquet de Paris et de la Junalco. On parle depuis tout à l'heure de cette opération Cactus, mais moi j'ai quand même une question à vous poser, c'est pourquoi ça s'appelle Cactus ? Aïe, aïe, aïe. Ça pique. Toute action qui implique différents acteurs. Johanna l'a dit tout à l'heure, la justice, ministère de la Justice, enfin les magistrats, l'éducation nationale, la gendarmerie nationale et nous-mêmes, cybermalveillance.gouv.fr. Et quand on communique par des chaînes de mails, il faut identifier le projet sur lequel on va échanger. Donc c'est très pragmatique, ça fait pas rêver. Alors après, on a essayé d'être. C'est pas un acronyme. Pour une fois, c'est pas un acronyme, effectivement. Bon. Donc c'est venu comme ça. C'est venu comme ça. Moi, un peu plus sérieusement, le Cactus, c'est une opération qu'on a menée. Je pense qu'on a fait 3 ou 4 réunions. Ça a été initié il y a 2-3 mois. Et donc, voilà, ça a été lancé d'une manière extrêmement rapide, efficace, avec une vraie mobilisation de l'ensemble des acteurs qu'on a déjà évoqués tout à l'heure. Donc, voilà, le Cactus, c'est juste que pour optimiser la chaîne d'échange. Bon, sur Internet, une personne sur 3 est un enfant, alors que la protection des jeunes générations sur leur utilisation d'Internet continue plus que jamais d'être l'un des défis majeurs de notre société. Cette sensibilisation n'est cependant pas toujours évidente pour les parents, surtout, qui n'ont pas toujours connaissance aussi de toutes ces cybermenaces dont vous nous parlez depuis tout à l'heure et qui ne savent pas forcément comment aborder aussi ces sujets avec leurs enfants. Johanna, par où commencer quand on parle de cybersensibilisation, de prévention au risque cyber ? Je sais que c'est une question qui paraît bien large, mais est-ce que vous avez des thématiques prioritaires au sein du parquet de Paris ? Alors, il y a plein de... La menace cyber, elle est vraiment très large, mais il y a une règle qu'on peut déjà commencer par rappeler, c'est que dans la rue, on ne parle pas à n'importe qui. C'est pareil sur Internet. On ne parle pas à n'importe qui, on ne donne pas n'importe quoi. Parce que sinon, on se retrouve rapidement victime et embrigadé dans des situations dont on perd le contrôle. On a aujourd'hui de plus en plus de jeunes qui vont être victimes de sextorsion. Et donc ça, le meilleur moyen d'y mettre un terme, c'est vraiment de s'appliquer cette règle. Vous ne connaissez pas quelqu'un, vous ne lui parlez pas. Parce que derrière, vous ne savez pas à qui vous avez affaire. Nous avons des adultes, hélas, qui vont se faire passer pour des enfants pour gagner la confiance et obtenir des informations. Donc la règle qu'il faut marteler, c'est on ne parle pas aux inconnus. Vous partagez cet avis, Jérôme ? Clairement, c'est d'ailleurs pour ça qu'on a rédigé au sein de notre dispositif un guide cyberfamille. C'est un nom qui dit ce qu'il veut dire. Guide cyberfamille, c'est vraiment des règles de base, comme Johanna l'a évoqué, avec d'autres un petit peu plus techniques, qui a vocation à faire que dans le cercle familial, au sein de la cellule familiale, on se pose. Pour une fois, on pose les téléphones, que ce soit les jeunes ou les adultes, et puis on discute. Et donc, sont quelques conseils de base avec cet objectif, donc de dire, moi, adulte, je pense que mes bonnes pratiques sont celles-ci, voilà ce que je te propose. Toi, enfant, dis-moi la même chose. Et donc, faire qu'on échange, on n'échange plus sur beaucoup de sujets. Le numérique a pris une place peut-être un peu trop importante dans la cellule familiale. Et donc, voilà, là, ramener un peu la discussion au sein de la cellule familiale, donc le guide cyberfamille qu'on a fait maintenant il y a 1 an et demi, 2 ans, a vraiment cet objectif donc de donner des bases de discussion pour que enfants et parents puissent échanger sur les bonnes pratiques en termes de cybersécurité. C'est très intéressant ce que vous nous dites, Jérôme, parce que justement la notion de risque encouru sur Internet ou sur les réseaux sociaux est beaucoup plus forte chez les parents que chez les enfants. 74% des parents ont l'impression que leurs enfants prennent le risque de faire potentiellement une mauvaise rencontre sur Internet ou d'être victimes de cyberharcèlement ou sur les réseaux sociaux, contre 34% des jeunes. Est-ce que c'est quelque chose que vous ressentez aussi auprès des interventions que vous pouvez éventuellement faire auprès des familles, auprès des jeunes dans les collèges et les lycées si vous en faites ? Et est-ce qu'on a aussi besoin de sensibilisation au-delà de la cellule familiale dans les écoles ?
Sur le sentiment d'impunité, je vais dire, de la part des jeunes, c'est oui quelque chose qu'on ressent. On fait une opération avec la SNCF, qui est membre de notre dispositif, qui est une forme un peu juridique particulière, qui est un groupement d'intérêt public, mais depuis maintenant 2 ans, où on échange avec les adultes et les jeunes dans les gares. Ça se passe à l'été, pendant les transhumances, et on a nos jeunes qui nous disent « mais moi, j'ai aucun problème, j'ai aucun risque sur Internet, quand bien même j'utilise le même mot de passe. Ouais. » C'est un peu le propre des jeunes de se sentir invulnérables, et puis tant mieux pour eux, parce que s'ils ne se sentent pas invulnérables à cette période de leur vie, ce serait dommage. Mais non, un peu plus sérieusement, là encore, le risque, il est absolument pour tout le monde. On n'a pas du tout la conviction, et l'histoire des ENT l'a bien démontré, que les jeunes ont des meilleures pratiques que leurs adultes, parce qu'ils considèrent qu'ils sont nés avec l'ère d'Internet et des réseaux sociaux, ils ont les bonnes pratiques. Je suis désolé, c'est le collectif, et nous, on est un dispositif national d'assistance, mais aussi de prévention et de sensibilisation. Donc je prends ma part de responsabilité là-dessus, mais on les a pas accompagner justement dans un bon usage du numérique. On ne l'a pas fait pour les adultes, et on ne le fait pas suffisamment pour les enfants. D'où, je pense, l'impact qu'a eu Cactus. Il a eu un impact au niveau des élèves, de ceux qui étaient directement touchés, mais je peux vous garantir que c'est remonté assez haut au niveau de la sphère publique, au niveau de nos pouvoirs politiques, et puis preuve en est que ça marque les esprits, puisqu'on en parle aujourd'hui. Vous nous avez gentiment invités pour évoquer le sujet. Donc voilà, il y a un vrai enjeu de prévention, de sensibilisation. On parlait de traverser la route, un enfant qui traverse la route, aujourd'hui, il sait à peu près qu'il doit regarder à gauche, à droite. Voilà. Ensuite, il peut faut que ça devienne des automatismes. Des automatismes, on n'a pas, une fois de plus je l'assume, mais je pense qu'on n'a pas suffisamment donné ces bons automatismes à nos jeunes, à qui on a donné ces outils numériques. Son cadre, vous partagez cet avis, Johanna ? Mais tout à fait. L'effort de l'éducation et de la prévention doit être fait aujourd'hui au niveau des jeunes. Si on veut devenir une nation cyber résiliente, avec la transformation numérique de la société, il faut axer là-dessus. Moi, quand j'étais jeune, mes parents, ils se battaient pour que j'apprenne à parler anglais. Moi, maintenant, pour mes filles, certes qu'elles sachent parler anglais, c'est indispensable, mais je veux aussi qu'elles soient au fait du bon fonctionnement des outils numériques. Et je dis, alors je suis allée récemment à Sciences Po à Paris, et je leur ai dit, avant il fallait savoir parler anglais, maintenant il va falloir savoir parler anglais et coder. Je dis ça de façon schématique, mais c'est vrai. Si on veut être une nation puissante demain, ça va passer par l'éducation de nos jeunes dans le numérique. C'est une éducation que vous estimez suffisante aujourd'hui au sein des programmes scolaires de l'éducation nationale ? Alors, je ne sais pas si elle est suffisante parce qu'on peut toujours faire mieux. En tout cas, nous, on a constaté que quand on est allé voir l'éducation nationale avec ce projet-là, on a eu les portes ouvertes. Ils nous ont dit, on y va, c'est fantastique, il faut qu'on fasse quelque chose, on veut faire quelque chose. Donc je pense que la prise de conscience, elle est réelle. Je pense que c'est comme tout le monde, il faut laisser un peu de temps pour prendre en compte ces nouveaux risques et ces besoins sociétaux. Et vous contribuez en tout cas tous les deux à cette sensibilisation et cette prévention qu'on rappelle absolument nécessaire. Ça s'appelle l'opération Cactus. Merci encore à tous les deux. Jérôme Notin, je rappelle que vous êtes le directeur général de cybermalveillance.gouv.fr. Merci d'avoir été parmi nous. Merci aussi à vous, Johanna Brousse. Je rappelle que vous êtes la chef de la section J3 de la lutte contre la cybercriminalité au sein du parquet de Paris et donc de la Junalco. Merci infiniment d'avoir été parmi nous. Merci aussi à vous, Jeanne Dreyfus, pour cette chronique toujours aussi passionnante. Merci à vous de nous avoir suivis. Et puis vous le savez, on se retrouve comme tous les jours dès demain, 12h30 sur School TV. Et d'ici là, passez une très bonne journée. À demain.